Bonjour à toutes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Mi-décembre, c'est l'heure des premiers bilans, mais c'est surtout le moment où on peut commencer à entrevoir ce que pourrait être l'année qui va commencer. C'est ce que je vous propose de faire en 3 questions, avec le concours du professeur Michael Petitjean, qui est Chief Economist chez Waterloo Asset Management, et Frédéric Steinkühler, qui est Head of Investment. Écoutez, premièrement, on a quand même eu un alignement des planètes tout à fait exceptionnel en 2021. Des campagnes de vaccination bien menées, en particulier dans le sud de l'Europe, des pays qui sont fragiles sur le plan économique, donc c'était plutôt une bonne nouvelle. On a un rebond du commerce international, des niveaux d'emploi qui sont plus élevés qu'avant le choc sanitaire. Les bilans des entreprises sont sains. On a très peu d'endettement privé et les politiques monétaires ont été extrêmement accommodantes. On a une augmentation, il faut quand même le noter, de la masse monétaire en un peu plus d'1 an de plus de 10 trillions de dollars américains. Les taux d'intérêt sont dans la zone de l'OCDE inférieurs à 1%, ils étaient encore à 2% fin 2018. Donc tous ces facteurs-là sont quand même extrêmement favorables pour les marchés des actions. Oui, alors en termes de positionnement des portefeuilles, il y a vraiment 3 facteurs effectivement qui ont guidé nos choix cette année. Les banques centrales très accommodantes, comme le disait Michael, on a eu un afflux de liquidités, des banques centrales qui étaient là pour soutenir les marchés. On a eu des résultats d'entreprises qui ont été excellents. Quand on voit ce qui a été publié par les entreprises américaines principalement tout au cours de l'année, les résultats se sont améliorés, avec chaque fois des résultats qui étaient meilleurs que ce que le consensus des analystes attendait. Et la 3e chose, c'est toujours ce même acronyme, l'effet TINA. Il n'y a pas aujourd'hui d'alternative au marché des actions. Qu'est-ce qu'on a fait dans les portefeuilles ? On s'est mis avec des portefeuilles assez dynamiques, souvent à la limite de ce que les mandats nous autorisaient de faire, pour profiter au maximum justement de ces marchés qui pouvaient être haussiers. Écoutez, il faut quand même raison garder parce qu'il y a encore 1 an, on parlait de déflation. Et aujourd'hui, on a tendance à parler d'hyperinflation. Je me serais attendu à avoir des taux d'inflation plus élevés que ceux qui sont enregistrés pour le moment. Pour plusieurs raisons. Et le choc est tellement important, le rebond est tellement fort. Vous savez, vous avez comprimé le ressort de l'économie de manière très forte, de manière très subite, et on l'a relâché tout aussi subitement partout au même moment. En plus, il y a des effets de base, donc il faut savoir que l'inflation, on la calcule du mois de cette année au mois de l'année précédente. Mais ces effets de base-là vont plutôt disparaître en 2022. Alors il y a un deuxième point aussi, vous savez, les taux d'intérêt, lorsque vous regardez le niveau des taux d'intérêt à 10 ans aux États-Unis, ils sont à 1,5% pour simplifier. Donc les marchés, clairement, ne pricent absolument pas des tensions inflationnistes structurelles sur le moyen terme. Et enfin, on parle beaucoup des goulots d'étranglement. Ils sont encore là. Mais on a quand même observé maintenant une chute du pétrole de 15 $. Et le minerai de fer chute aussi de 30 à 40% par rapport au plus haut. Donc on a des premiers signes d'accalmie et de retour à la normale. Ça ne veut pas dire que ça va se faire du jour au lendemain, mais il y a quand même un scénario qui est probable en 2022 de taux d'inflation qui retourne vers la normale. Alors souvenez-vous, il y a 12 mois, dans la même vidéo que nous avions tournée l'année passée, on avait pointé l'inflation comme étant un des seuls risques pour 2021. Donc on avait repositionné un petit peu les portefeuilles pour tenir compte de ce risque. Alors, généralement, que fait-on quand il y a de l'inflation qu'on attend? On pourrait acheter ce qu'on appelle des actifs tangibles, des commodities, de l'or, ce genre de choses. Alors on ne l'a pas fait pour diverses raisons. L'or, toujours ce même problème, difficilement valorisable. Où va-t-on réellement aller? Donc on a préféré pas acheter d'or, ce qui a plutôt été une bonne idée puisque l'or est un des rares actifs qui a perdu de la valeur. L'or est en dollars à moins 6% cette année. On aurait pu acheter des commodities en direct, on aurait pu acheter des obligations liées à l'inflation. En cas de hausse des taux, est-ce qu'on ne se tirait pas une balle dans le pied aussi? Donc ce qu'on a fait, c'est plutôt, de nouveau, en lien avec cet effet TINA, c'est se repositionner. Un des actifs qui protège le mieux contre l'inflation, ça reste les actions. Donc de nouveau, mettre un petit peu plus d'actions dans les portefeuilles, tout en faisant attention à la diversification sectorielle. Un repositionnement vers des secteurs un petit peu plus cycliques, des industriels, des pétrolières, ce genre de sociétés qui peuvent, elles, profiter de l'inflation. Donc on avait acheté un petit peu plus de ces secteurs-là en début d'année, et puis quand les premiers soubresauts sont arrivés au niveau de l'inflation, donc en février, en avril 2021, eh bien on a pu réacheter à bon compte un petit peu de secteurs, des technos américaines notamment, qui avaient un petit peu plus souffert de ces différentes annonces d'inflation.
les taux vont rester bas en Europe, il n'y a aucune raison de penser que les taux vont augmenter et les politiques budgétaires vont rester expansionnistes. En plus de cela, en Europe, le niveau de cherté des actions est attractif, et particulièrement attractif par rapport aux États-Unis. Néanmoins, ce qu'on pourrait quand même admettre comme scénario, c'est un scénario plus volatile. Et on a déjà observé ça au cours du dernier trimestre de cette année. Vous savez, quand vous dépassez des sommets, eh bien évidemment, lorsqu'on a des premiers soubresauts de correction, tout le monde s'inquiète. Il y a un deuxième facteur, c'est le facteur géopolitique. On peut éventuellement penser à des tensions dans l'est de l'Europe qui viendraient provoquer des chocs énergétiques à nouveau en Europe qui seraient défavorables. Et alors il y a un autre scénario qui est là particulièrement défavorable, ce serait une sorte de spirale entre prix et salaire. À l'heure actuelle, c'est un scénario qui est possible, il est éventuellement plausible, mais pour moi il n'est pas probable. Alors en termes de gestion, je ne pense pas qu'il y a grand chose qui va changer dans les portefeuilles. Oui, peut-être une réallocation un petit peu plus forte en Europe, un petit peu moins forte aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que si on prend sur 2021, le CAC 40 fait plus 25%, les marchés américains sont à plus 20%, à ça vous pouvez ajouter la performance du dollar, et donc les gens sont très contents avec ça. Si on leur dit il y a un petit risque pour demain, beaucoup vont commencer à vendre. Et donc voilà, cette volatilité, elle vient de là, et donc on a déjà réduit un petit peu le poids des actions, on va rester probablement sur des niveaux un petit peu plus bas que ce qu'on a eu en moyenne sur 2021, et surtout essayer de profiter de la volatilité pour pouvoir acheter à bon compte. Notre objectif n'est pas de rester avec du cash ou de vouloir acheter des obligations parce qu'aujourd'hui les obligations sont toujours très chères parce que les taux sont toujours très bas, mais c'est plutôt d'avoir des cartouches pour pouvoir acheter dès que les marchés montreront quelques signes de faiblesse. Voilà, je pense que nos deux interlocuteurs ont été très clairs pour 2021 comme pour les perspectives pour 2022. Au nom de toute l'équipe de Waterloo Asset Management, je vous souhaite une excellente année financière, encore que pas uniquement financière. Et de toute façon, nous nous retrouverons bientôt pour une autre vidéo.